19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 4 octobre 2023. Un complot de déstabilisation du Niger démasqué par les autorités nigériennes. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont rencontré les leaders religieux, les chefs traditionnels et les acteurs de la société civile pour annoncer l'information, mais aussi pour les appeler à plus de vigilance. Le résumé, c'est avec Hassan Saleh Moustapha et Sadou Doumi. Notre démarche ne vise pas à détruire une coopération, non. Une fois de plus, les autorités de transition nigériennes sont sorties officiellement pour dévoiler à la face du monde les manœuvres des autorités françaises pour déstabiliser le Niger. Ainsi, devant les chefs religieux et les acteurs de la société civile nigérienne, le chef du gouvernement Ali Mohamed Lamine Zen et le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Mohamed, ont parlé du complot de déstabilisation du Niger qui a été déjoué. C'est notre pays. On dit il faut partir. Il faut partir. Et aujourd'hui, ce que disent ce spécialiste en charge de la sécurité, comme tout le monde a vu, que d'accord, nous allons nous organiser à déstabiliser le Niger. Il a dit clairement, tout le monde a vu. Et ils ont commencé, malheureusement, avec la complicité de certains de nos compatriotes, que tout le monde connaît. Et ce qui est arrêté aujourd'hui, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il fallait qu'on s'entretienne pour redoubler de vigilance. L'une des voies qu'ils ont trouvées, c'est engager des tueurs à gages, organiser des assassinats ciblés. On en parle à ce niveau, ce n'est pas le but de l'esprit, c'est une réalité. Avec l'appui de 2 à 3 pays, il faut cibler les gens qu'il faut éliminer, que ce soit des chefs traditionnels, des chefs religieux, des officiers supérieurs, des membres du gouvernement, des gens de la société civile. Tout ça est documenté. Vous êtes militaire, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces mérites. Alors donc vos troupes quittent en premier. Et quand ils vont quitter en premier, on leur a donné un chemin. Vous allez quitter, mais pas par le Bénin, parce que nous savons que vous voulez aller au Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Quand vos troupes auront quitté, en ce moment, l'aviation va suivre. Sinon, on n'a pas de problème par rapport à ça. Donc, ils ont lu à travers cela que ça ne les arrange pas certainement, parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. En laissant passer les avions, ils allaient se retrouver dans un pays voisin, aller essayer d'utiliser ces avions-là contre nous. Ce qui est toute logique. Donc on garde les avions syriens. Maintenant, si c'est les troupes, vous les prenez, vous partez où vous voulez avec eux. On n'a aucun problème. Leur logique est simple. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux. En créant la chienlit, en créant la zizanie, en créant l'émoi. La lutte pour la défense des intérêts du Niger est une affaire de tous les citoyens. Les Nigériens l'ont enfin compris, comme en témoignent les manifestations pacifiques permanentes sur l'ensemble du territoire national. Le PM a, tout en reconnaissant la détermination du peuple nigérien dans son ensemble à défendre la patrie, a demandé à tous les citoyens de continuer la mobilisation et les prières. La réponse claire à cela, c'est montrer à la face du monde que nous sommes unis. Nous n'avons pas un autre pays. S'il y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent avoir un autre, en tout cas pas nous, nous n'en avons qu'un seul, avec l'aide de Dieu, de toutes les prières, dans toutes les mosquées, dans toutes les contrées, dans toutes les églises,
que les Nigériens font tous les jours, sans qu'on leur donne le moindre franc, systématiquement organisé par vous les chefs. On vous voit à la télé, on vous voit toutes les initiatives que vous prenez avec l'aide de Dieu. Notre pays sera sain et sauf. Lors de cette sortie médiatique, le chef du gouvernement de transition nigérienne a réaffirmé la ferme volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à se battre pour la souveraineté du Niger. Ali Mohamed Lamine Zen a également rassuré les partenaires et tous les pays du monde qui souhaitent travailler avec les autorités nigériennes dans le respect et la dignité, que la main reste tendue. Le ministre du Commerce s'est rendu cet après-midi au bureau des douanes pour accueillir les camions transportant du vivre en provenance du Burkina Faso. Plusieurs centaines de camions ont fait leur entrée au bureau des douanes et plus d'un millier est en route pour alléger les souffrances des populations. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Constater de visu l'arrivée des camions nigériens transportant des vivres en provenance du port de Lomé via le corridor du Burkina Faso, tel est l'objet de cette visite du ministre en charge du commerce dans les locaux de la douane rive droite. Une file de camions dont l'acheminement sur Niamey s'est passé sans problème à la satisfaction du ministre qui n'a pas manqué de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité tout en lançant un appel à la population nigérienne. À l'endroit de la population nigérienne d'ici comme d'ailleurs, vraiment que les gens pensent, que les Nigériens pensent à la solidarité nationale. Parce que nous avons beaucoup de défis à relever. Il faut que chacun joue son rôle. Il faut que chacun y participe. Donc, coup de chapeau vraiment à nos FDS, en tout cas qui ont fait pour la énième fois cette obligation. Et coup de chapeau aussi à la douane qui est toujours là pour effectivement sécuriser la population. Le ministre du Commerce a aussi saisi l'occasion pour attirer l'attention des opérateurs économiques afin de songer à la population dans la fixation des prix de denrées, car l'État, pour sa part, a consenti une réduction de 25% sur le tarif douanier. L'État ne peut pas consentir autant de sacrifices que cela, et puis qu'on laisse des individus, des Nigériens, faire ce qu'ils veulent. C'est des sacrifices que l'État est en train de faire, donc ce sacrifice devrait être partagé. Il devrait être partagé. L'État n'est pas le seul acteur à supporter des sacrifices. Donc il faut que tout le monde le comprenne. Cette réduction-là, c'est pour effectivement que le consommateur nigérien sente une sorte de souplesse, une sorte de poids diminué par rapport à son quotidien. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ces produits-là qu'ils puissent revenir moins chers aux citoyens. Il n'y a aucune raison que des prix soient augmentés. Certes, il y a eu quelques charges qui se sont augmentées au transport de ces produits du fait du changement de cap, mais ce n'est pas une raison aussi de mettre ça à profit pour surcharger les gens. Donc nous allons suivre ça de près. Il faut que tout le monde le comprenne. Rien n'est permis. Ce qu'on veut, c'est à ce que les choses se fassent dans la plus grande transparence et dans la réglementation. Le chef de bureau de douane rive droite s'est pour sa part apaisanti sur la composition de ce convoi. Donc il y a le riz, il y a les huiles, il y a les tomates et il y a même les sardines dedans. Donc l'État a pris cette mesure justement, c'est pour atténuer la surenchère des prix sur le marché. Donc atténuer la souffrance des gens et casser les prix au niveau des consommateurs. La douane nigérienne annonce également l'arrivée dans les prochains jours d'un convoi de camions qui se compte par milliers transportant des vivres. Une façon de rassurer les Nigériens que le CNSP et le gouvernement de la transition ont pris les mesures nécessaires pour approvisionner le pays en produits de première nécessité malgré l'embargo imposé par la France et ses vallées de la CEDEAO. Le collectif de 413 agents de la fonction publique pour le compte du ministère des Finances irrégulièrement révoqués a rendu public une déclaration. Il dénonce la façon dont leur dossier a été traité. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Asma Osedou et Sadou Doumi.
Dénoncer la situation dans laquelle sont plongés les 413 agents de la fonction publique pour le compte du ministère des Finances, irrégulièrement révoqués pour faute de malgérance de ces dossiers par les animateurs de l'administration de l'ex-régime, tel est l'objectif visé à travers la présente déclaration du dit collectif. Les 413 agents régulièrement recrutés avaient servi l'administration de la Régie Finance pendant plus de 9 mois, permettant ainsi la mobilisation des ressources subventionnelles. Ces agents étaient donc activés normal et faisaient la fierté de la jeunesse nigérienne. Toutefois, aucune irrégularité n'a été décelée lors du déroulement du concours et cela s'explique d'une part par le respect du cadre juridique et réglementaire des encadrements de l'organisation du recrutement de la fonction publique et d'autre part, tous les acteurs intervenants, dont la ALSIA, le jury composé des agents de la fonction publique et ceux du ministère des Finances, ont joué pleinement leur rôle. En dépit de tout ce qui est précité, et à notre grande surprise, le 19 octobre 2016, soit 9 mois après, le ministre de la fonction publique de l'époque décide unilatéralement l'annulation du concours pour des raisons fallacieuses, mais en réalité, ce dernier a agi conformément aux instructions reçues par les dignitaires de l'ancien régime parce qu'aucun de leurs enfants n'a été admis à ce concours. Pour que justice soit faite, le collectif demande aux autorités en charge de revoir son dossier afin de rendre justice aux jeunes filles et fils des pauvres citoyens nigériens qui veulent servir leur pays. Enfin, le collectif de 413 agents révoqués apporte son soutien ferme et indéfectible aux autorités de la transition et encourage par la même occasion le vaillant peuple nigérien pour avoir créé un barrage à l'impérialisme occidental et aux décisions macroniennes de la CEDEAO. Le collectif dit avoir apporté son ferme soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la défense des intérêts du pays. Situé à une trentaine de kilomètres de Niamey, sur la route de Oualam, le village de Kochiri a abrité dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 le Mouloud. Il s'est agi de la 24e édition qui a accueilli une foule immense de fidèles venus de plusieurs contrées du pays. Le point avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Nasser Sedou. Après plus de 2 décennies d'organisation du Petit Mouloud correspondant au 7e jour de la commémoration de l'avènement du sceau des prophètes Mohamed P. Salut d'Allah sur lui, sur l'initiative du défunt cheikh Hassan Kochiri, la progéniture de cet homme de foi ne déroge pas à la règle pour l'organisation de cet important rendez-vous de la communauté tidjane. Ainsi, la présente édition, la 24e du genre, accueille une foule immense de fidèles au rang desquels d'éminents oulémas ainsi que des autorités coutumières et politiques qui n'ont pas manqué de lancer un vibrant appel à l'ensemble des Nigériens. Le Mouloud a toujours été un moment de communion où toutes les couches sociales répondent à ces rendez-vous annuels importants pour exprimer leur attachement à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi et surtout pour prôner les vivre ensemble. Les leçons, les qualités et les valeurs du prophète paix et salut sur lui doivent nous inspirer pour améliorer notre existence et bâtir une communauté de paix, de tolérance et de solidarité. Nous célébrons la présente 24e édition dans un contexte national marqué par l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et surtout par les sanctions inhumaines et injustes que vive notre pays. C'est l'occasion pour nous de lancer un vibrant appel à tous les oulémas, de manière particulière et en général à tous les musulmans, de prier Allah pour qu'il nous accorde la paix, la sécurité et la prospérité à notre pays ainsi qu'aux autres pays frères musulmans. J'en profite pour saluer l'engagement et la dévotion de nos
respecter les leaders religieux qui ont toujours imploré Allah, les miséricordieux, pour qu'il accorde la bénédiction à notre cher pays et son peuple. Quant au président du comité d'organisation de ce Mouloud, il s'est réjoui de la confiance toujours renouvelée des fidèles au Mouloud de Kochiri, tout en soulignant l'importance de ce rendez-vous. Le Mouloud est un acte de dévotion parce qu'il se fait dans les mosquées. On entre dans une mosquée pour prier, pour se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le Mouloud est un acte de dévotion parce qu'il se fait de presse, c'est-à-dire de sensibilisation des fidèles à la pratique du culte. Troisièmement, le Mouloud est un acte de dévotion parce qu'il s'agit aussi d'informer les fidèles sur la vie de leur prophète, de la vie des grandes figures de l'islam, de l'histoire de la religion. Quatrièmement, le Mouloud est un acte de dévotion parce qu'il consiste à la lecture commentée des larges extraits du Saint-Coran. Cinquièmement, le Mouloud est un acte de dévotion parce que c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que faut-il dire de plus devant tant de preuves évidentes? La nuit durant, l'assistance a eu droit à des prêches portant principalement sur la biographie du prophète Mohammed afin qu'il serve de modèle aux croyants musulmans. La prière du matin suivie des invocations pour le pays et le peuple nigérien ont marqué la fin de la 24e édition du Mouloud de Kochiri. Le village de Tchida, à travers la confrérie Tijania, a également célébré cet événement annuel associé à la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Toute la nuit a été marquée par des actes d'adoration, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Comme par le passé, ils étaient des milliers et des milliers les fidèles musulmans venus des horizons divers pour répondre présent à l'un des plus importants événements religieux annuels du village de Tchida. Situé à une cinquantaine de kilomètres de Niamey, Tchida marque ainsi à travers ce grand rassemblement la 34e édition de la commémoration du Mawlud. Et c'est par la lecture du Saint-Coran, des prêches et d'intenses adorations que les fidèles ont valorisé la nuit au nom du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Pour le comité d'organisation, il s'agit à travers la célébration de cet événement pratique et équivoque de faire connaître le prophète Mohammed en partageant ses enseignements, ses habitudes et ses valeurs. L'objectif visé à travers aussi les Moulouds pour cette année, c'est juste pour montrer aux gens qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est pour montrer aussi qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il représente pour nous et à travers lui, qu'est-ce que nous avons gagné. Et vous avez aussi écouté les interventions des uns et des autres aussi. Depuis, nous avons écouté les interventions des uns et des autres depuis l'aube au petit matin jusqu'au maintenant. Les gens ne font que dire aussi les caractères, les comportements aussi de l'islam et à travers le prophète Mohammed que nous avons gagné tout ça là. Et c'est juste pour dire aussi aux gens, pour faire aussi, pour expression, pour faire une publicité, manière aussi, on peut le dire aussi, une manière de dire à la population et à la Oumma islamique aussi qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause d'une édition qui a vu la participation des autorités administratives. Nous sommes là aujourd'hui à Tchida pour la célébration. D'abord, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis aujourd'hui de venir à Tchida pour célébrer la 44e édition de la cérémonie du Mawlud de Tchida. À cet effet, nous remercions très vivement la population de Danchandou et tous les villages environnants de la commune
qui se sont mobilisés pour venir célébrer cette cérémonie à Tchida. Nous remercions aussi de passage le comité d'organisation qui n'aménagera aucun effort pour que la réussite de cette cérémonie soit une réussite totale. A noter enfin qu'à l'occasion de cet événement, des prières ont été dites pour que le bon Dieu descende sa grâce sur le Niger et qu'il le protège de toutes sortes d'agressions. La population du village de Hamdallaye, c'est toujours dans la région de Tillabéri, a organisé dans la nuit du 3 au 4 octobre sa 42e édition de Mouloud. Cette activité a vu la participation des dignitaires musulmans de la confrérie Tijania, des chefs traditionnels et des autorités administratives, mais également de nombreux fidèles. Le compte rendu avec Ismaël Moumni et Halidou Brema. Situé à 35 km de Niamey, Hamdallaye dispose d'une population attachée aux valeurs islamiques. Ainsi, ce sont des centaines de croyants qui se sont réunis à la grande mosquée de cette localité pour la lecture du Saint-Coran, zikr, prêche et fatiha. Cette nuit a été magnifiée par ses fidèles pour célébrer le 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'anniversaire de la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré les difficultés, parce qu'il y a quand même des difficultés sur le plan en particulier économique et financier, notre organisation s'est très bien passée. Vraiment, on n'a pas eu trop de problèmes grâce à l'effort des ressortissants de notre village qui nous ont aidés, ceux qui sont à Niamey, ceux qui sont même à l'extérieur. Ils ont contribué à l'organisation. Donc l'organisation s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème. Et nous avons profité, comme les circonstances le recommandent, et comme le chef de canton même l'a dit, d'insister pour qu'il y ait beaucoup de prières pour le pays. Parce que nous avons traversé depuis 2 mois des difficultés qui auraient pu être beaucoup plus meurtrières pour le pays. Mais grâce aux prières, grâce à la détermination des uns et des autres, Dieu nous a aidés pour traverser cette période difficile. En tout cas, pour le moment, nous espérons que ça va continuer et que nous allons sortir la tête haute de ces épreuves-là. Puisque vous savez, Dieu envoie toujours des épreuves aux hommes pour voir leur capacité de revenir vers lui. Parce que c'est Dieu qui peut régler les problèmes. C'est lui qui les suscite, en même temps c'est lui qui peut vous aider à les régler. Ces fervents croyants ont également imploré toute la nuit jusqu'au petit matin le Tout-Puissant pour qu'il protège le Niger. Une action salvatrice pour les autorités. Au nom du gouverneur de la région de Tillabéri, empêché, qui m'a personnellement dépêché pour venir présenter sa profonde gratitude à la communauté musulmane. Après Kochiri, Tondigamay nous voici, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, pour magnifier avec toute la Oumma islamique, pour célébrer dans la communion d'esprit la naissance de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour moi l'occasion, au nom du gouverneur de la région de Tillabéri, empêché de remercier très sincèrement le comité d'organisation de cette édition du Mouloud de Hamdallaye. Au nom toujours de nos plus hautes autorités, je tiens à retirer une fois de plus la gratitude, ma gratitude personnelle et celle des autorités à l'endroit de nos respectés leaders religieux et de toute la Oumma islamique pour les multiples invocations qu'ils ne cessent de prononcer à la faveur de la paix, de la sécurité, de la prospérité pour notre pays. Des dignitaires religieux, chefs traditionnels et responsables administratifs ont tous pris part à cette 42e édition du Mouloud de Hamdallaye, la Zawiya de Cheikh Habibou Nouhou et les organisateurs de cette activité ont remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.
Notre rendez-vous hebdomadaire à présent, la chronique juridique. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème en lien avec la situation actuelle au Niger, les relations diplomatiques en droit international, un thème développé par le juriste Emmanuel Alfred, également président de Raza Presse. Très bonne réception à vous. Je voudrais dans un premier temps expliquer un certain nombre de concepts tels que celui de chef de mission diplomatique. Alors, quand on considère la Convention de Vienne de 1961, mais d'abord, je voudrais rappeler que c'est une convention qui a été faite à Vienne le 18 avril 1961 et qui est entrée en vigueur le 24 avril 1964. C'est une convention des Nations Unies, évidemment. Et au terme de l'article 1er de cette convention, il est stipulé que l'expression chef de mission diplomatique s'entend de la personne chargée par l'État accréditant d'agir en cette qualité. Le chef d'une mission diplomatique s'entend de cette personne qui a été accréditée par un État dans un autre État afin d'agir comme chef de mission diplomatique, c'est-à-dire d'agir en cette qualité. Et l'expression membre de la mission s'entend du chef de la mission lui-même et des membres du personnel de la mission. Alors, quant à l'expression membre du personnel de la mission, cela sous-entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission. Voilà ce qui est entendu comme membre du personnel de la mission et aussi chef de mission diplomatique ou membre de mission. Le chef d'une mission diplomatique a un rôle qu'il joue dans l'État dans lequel il a été accrédité. C'est en ce sens que, au terme de l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les fonctions d'une mission diplomatique conduite par un chef de mission, je paraphrase, consistent notamment à, et là je cite, premièrement, représenter l'État accréditant auprès de l'État accréditaire. Donc, dans le contexte actuel, un pays, c'est-à-dire la France, a accrédité un ambassadeur ou un chef de mission dans un autre pays. Donc, l'État accréditant donne pouvoir ou donne mandat à son chef de mission diplomatique de le représenter dans le pays accréditaire. Et là, vous voyez que quand ces chefs de mission viennent, ils présentent leur lettre de créance aux autorités du pays dans lequel ils sont accrédités. Donc la première mission, conformément à l'article 3 de cette convention, c'est de représenter l'État accréditant dans l'État accréditaire. La deuxième mission que je peux citer également ici, c'est celle de négocier avec le gouvernement accréditaire. En fait, il y a plusieurs obligations. Je vous prends quelques-unes des obligations. Il y a également ce rôle de promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles, scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire. S'informer par tous les moyens licites des conditions de l'évolution des événements dans l'État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État accréditant. Mais tout ceci se fait dans un cadre, comme il a été stipulé dans cet article 3, de relations amicales, de relations fraternelles, culturelles
etc. Donc, en quelque sorte, voilà quelques-unes, je dis bien quelques-unes, des obligations ou des fonctions d'une mission diplomatique dans un État. Maintenant, la question d'actualité dans notre pays se retrouve surtout à l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Alors, lisons cette disposition. Il est stipulé qu'au terme de l'article 9 de cette même convention, l'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique que nous avons défini tout à l'heure de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant même d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. La ligne 2 dispose que si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Je pense que cette disposition est assez claire pour être comprise. Il n'y a pas véritablement beaucoup de termes techniques qui seront difficiles ici à comprendre par nos populations. Donc, il est tout simplement dit, si vous voulez en français facile, que voici un État qui accrédite un chef de mission auprès de l'État accréditaire. Maintenant, que l'État accréditaire, celui vers lequel on envoie un chef de mission diplomatique, au terme de cette disposition de l'article 9, peut à tout moment et sans avoir à se justifier ou sans avoir à donner des raisons quelconques, déclarer cette même personne accréditée personne non grata ou bien personne non acceptable. Et que si par ailleurs, malgré cette décision de déclarer une personne non grata ou bien non acceptable, l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable ses obligations, alors dans ce cas, l'article 9 de la Convention de Vienne ouvre la possibilité à l'État accrédité, l'État qui reçoit le chef de mission diplomatique. Donc cet État-là peut refuser de lui reconnaître la qualité de membre de la mission diplomatique. Donc voilà en clair ce que veut dire l'article 9 de la Convention de Vienne. Et donc, je crois que beaucoup suivent avec intérêt ce qui se passe dans notre pays. Et cela, ou bien cet article 9, explique pourquoi nous avons vu le départ de l'ambassadeur de France au Niger. Ce n'est pas comme ça qu'il était parti, mais cela fait suite à une série d'événements. Et donc, vous comprenez bien que cet article 9 donne pouvoir aux autorités de mettre fin ou bien de déclarer une personne non acceptable ou bien non grata. Et suite à cette décision, l'alinéa 2 dit que tout simplement, l'État accréditant a l'obligation d'exécuter cette décision des autorités. Et si l'État accréditant n'exécute pas la décision, les autorités ont la possibilité de refuser de reconnaître à la personne déclarée non grata la qualité de membre de la mission diplomatique. Et donc, si on refuse cette qualité, imaginez toutes les conséquences qui suivent. C'est-à-dire que la personne n'exerce plus en cette qualité. Juridiquement, voilà ce que prévoit l'article 9. Et je crois qu'avec cette lecture, vous comprenez très bien les conditions dans lesquelles
nous avons assisté à cette situation entre le Niger et la France. Donc voilà un peu schématiquement ce que je voudrais partager avec nos populations, nos compatriotes, afin qu'ils voient les mécanismes utilisés selon la Convention de Vienne, ou bien qu'est-ce qui explique peut-être que beaucoup sont dans des zones reculées, ne maîtrisent pas ces concepts, ne comprennent pas l'actualité, peut-être ont entendu que le Niger a fait partir un ambassadeur, etc. Donc, cela se résume tout simplement à cette disposition de l'article 9 qui explique les conditions dans lesquelles un État peut... Et cela, ce n'est pas propre au Niger, hein, il faut le dire. C'est une convention internationale, c'est une convention des Nations Unies. Cela peut se passer dans n'importe quel pays. Et c'est un truc, ou bien si vous voulez, c'est une situation, qui peut être courante dans les relations diplomatiques. Et ce n'est pas la première fois que nous avons vu une personne déclarée non grata dans plusieurs pays. Nous avons vu des chefs de mission diplomatiques déclarés non grata ou bien personne non acceptable. Et cela a amené les conséquences qui ont suivi, c'est-à-dire le départ de ces personnes. Donc, dans les relations diplomatiques, c'est des situations qui arrivent dans tous les pays du monde. C'est une convention à l'échelle planétaire. Ce n'est pas seulement un cas spécifique au Niger. Si demain, par exemple, dans un pays voisin ou bien demain dans un autre pays, loin de notre pays, les autorités décident de retirer leur confiance ou bien décident de déclarer une personne non acceptable dans ces pays-là, eh bien, ce serait cet article 9 qui va s'appliquer. Donc, ne pensons pas que c'est le propre du Niger ou bien cela est spécifique au contexte dans lequel nous sommes. C'est du droit. Le droit est général dans son application et il ne vise pas X ou Y, c'est une application qui régit l'ensemble des États concernés, ou bien l'ensemble des États, disons. Il faut voir ce qui dispose concrètement l'article 9. L'article 9 est sans embâche et il est clair. Écoutez l'alinéa 2. Si l'État accréditant refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, donc déjà vous voyez là qu'il y a une sorte d'obligation au niveau de l'État accréditant, puisque l'État accréditeur a déclaré une personne ou bien un chef de mission non grata. Cela veut dire tout simplement qu'elles ne reconnaissent plus cette personne, elles ne veulent plus continuer les relations ou bien à travailler avec cette personne. Donc, et là, l'article 9, alinéa 2, dispose que l'État accréditant doit tirer les conséquences, doit assurer ses obligations. Et ces obligations consistent tout simplement à rappeler cette personne, à la faire partir de l'État. Maintenant, si cela n'est pas fait, cela constitue tout simplement une violation du droit international. Et en cas de violation du droit international, les autorités ont la possibilité de prendre des décisions telles que nous les avons vues dans le cas d'espèce. Puisque c'est du droit, le droit est violé. Et au-delà des décisions que peuvent prendre les autorités, nous avons vu, il y a également plusieurs autres voies de recours, la voie judiciaire. Et je crois que dans le cas du Niger, la voie judiciaire a été utilisée puisque la justice a été saisie. Nous avons vu une décision de justice qui a acté cette décision des autorités. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il n'y a pas de polémique à se faire. Le droit est clair. Il y a des obligations qui incombent à chacune des parties. Et c'est une partie, puisque c'est une convention. Une convention sous-entend que vous avez accepté les obligations qui découlent. Donc si vous ne respectez pas les obligations qui découlent, c'est comme si vous violez le droit. Et en cas de violation du droit, eh bien, cela appelle également à des mécanismes de sanctions, etc. Donc voilà en fait ce que nous pouvons dire sur cette question.